Bonjour Ernest, je suis très heureuse que tu aies accepté de participer à notre forum. Je te connais depuis un certain temps maintenant et tu as été vraiment quelqu'un de remarquable parce que tes prises de position et ta manière d'envisager l'histoire de l'Afrique m'ont beaucoup impressionnée. Alors, ton livre aujourd'hui, qui est assez marquant, puisqu'il s'appelle « Haine du blanc et monde noir ». Ma première question va aller vers un thème plutôt de la forme du livre. Et ce qui m'a impressionné, mais qui en impressionne d'autres aussi, c'est ce titre très fort. Tu as intitulé ça « La haine du blanc ». Alors, moi, évidemment, ça m'a interpellée, je te connaissais, je l'ai lu, mais certaines personnes peuvent être étonnées et peut-être négativement. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce titre fort de Haine du blanc et monde noir? Ok, merci bien, Émilie. Bonjour d'abord, bonjour à tout le monde. Et je vous remercie pour votre invitation à votre forum. Alors, pour revenir à votre question, le livre Haine du blanc et monde noir. J'explique dans le livre l'origine de cette haine qui, à mon sens, aujourd'hui perturbe beaucoup de choses dans le fonctionnement même de l'humanité, parce que dans le concert des nations, il faut qu'il y ait un minimum de cohésion. Et cette haine, elle tire ses origines chez les Blancs eux-mêmes. J'explique que depuis le début du XVIe siècle, il y a une évolution de la pensée en Occident qui va aboutir à une certaine haine de la société occidentale par des Occidentaux eux-mêmes. L'exemple le plus marquant est ce qu'on observe pendant la Révolution française de 1789. On voit comment est-ce qu'une partie de la population a une certaine haine de la société, des fondements de la société, c'est-à-dire le christianisme. Les révolutionnaires français vont vouloir détruire les édifices religieux. Pourtant, c'est ce christianisme-là qui a porté l'Europe pendant plus de 1000 ans pour le mettre dans cette position hégémonique qui était la sienne au début des temps modernes, donc au début du XVIe siècle. Donc, il y a cette haine du christianisme. Il y a aussi cette haine du capitalisme. Vous savez que la Révolution française va continuer avec tout le 19e siècle où tous les penseurs comme Karl Marx et bien d'autres vont développer toute une théorie pour rejeter le système économique sur lequel la société occidentale était basée, système économique est considéré comme la suite des avantages finalement des aristocrates, donc le capitalisme. Voilà, donc bref, la haine du blanc est d'abord une affaire entre blancs. Et il va se trouver que cette haine-là va être inculquée aux autres peuples de la terre. À l'après-guerre, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir une action, une manipulation de l'histoire, une grande propagande pour inculquer la haine du blanc aux Africains, aux Noirs, aux Arabes. Bon, donc on pourra rentrer dans les détails au fil de cette interview. Donc voici en gros ce que j'explique. Mais il faut savoir que la haine du blanc, ce n'est pas une affaire de Noirs, c'est d'abord une affaire de blancs. Quand vous voyez les révolutionnaires radicaux, ils avaient une haine de leur société, ils avaient une haine du capitalisme, ils avaient une haine de l'Église, ils avaient une haine de la monarchie, de tout ce qui avait fait la valeur de l'Occident, tout ce qui avait placé l'Occident en position hégémonique par rapport à l'ensemble de l'humanité. Voilà. Merci, mais alors c'est donc plus un phénomène social, cette haine de l'un vis-à-vis de l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'actualité, on peut voir ça encore en France aussi, pour ceux qui s'y intéressent, quand on voit les débats
qui ont été provoquées maintenant en France, que ce soit les écologistes ou le Mélenchon, etc., ça provoque de la haine. Donc, c'est vraiment quelque chose de social qui a été donc transmis et qui aboutit, puisque c'est l'Afrique qui nous intéresse, à la haine du blanc chez nos amis noirs. Alors, ce que je voulais aussi souligner par rapport à votre livre, enfin ton livre, c'est que ce livre est une brique très importante. Ça correspond à une réflexion profonde et très, très, très intéressante. Mais je me dis que peut-être ce livre-là devrait être plus simple pour toucher davantage une population plus simple. Je crois, Ernest, que tu as trouvé une solution à ça en inventant, en créant une petite vidéo sur YouTube qui reprend simplement des thèmes de ton livre et qui les met à la disposition d'un plus grand nombre. Oui, c'est vrai que le livre il est volumineux. Hein? Donc, je le montre là, il est effectivement volumineux. Mais bon, il y a des livres volumineux parce qu'il y a des sujets qu'il faut expliquer. Oui. Et des fois, l'explication n'est pas simple. Il faut prendre le temps de détailler pour que la personne qui s'intéresse à la chose puisse aller en profondeur. Et effectivement, comme tu le dis, Émilie, depuis un mois, ça fait un mois maintenant, que j'ai créé une chaîne YouTube pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses. La chaîne s'appelle Mature Afrique, Mature M-A-T-U-R-E, Afrique A-F-R-I-K. I-K, pas Q-I-K. Donc, si vous allez sur la chaîne YouTube Mature Afrique, j'ai déjà 4 vidéos qui sont en ligne. Et donc, je reviens sur des thèmes de mon livre. Oui, parce que forcément, dans la société où nous vivons, on est obligé aussi de s'adapter pour faire passer les messages. Ce que je voudrais aborder maintenant, parce que j'ai une grande admiration pour ce travail-là qui me passionne, c'est l'histoire de l'Afrique. Raconte-nous un peu ton histoire vraie de l'Afrique. Bon, enfin, disons que je prends des sujets. Je prends des sujets. Bon, il faut dire que l'Afrique, d'une façon générale, me préoccupe. Hein? Ça, je pense que tu l'as compris depuis que nous échangeons. Et j'essaie de voir quels sont les problèmes à travers la restitution de notre histoire, quels sont les problèmes qui participent à nos difficultés actuelles, qui participent à cette incapacité apparente hein, pour les Africains d'amorcer un décollage réel ou même d'être apaisés dans l'opinion. Il n'y a qu'à voir l'opinion africaine aujourd'hui pour voir qu'il y a une certaine colère, une certaine révolte. Mais tout ça parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges concernant l'histoire de l'Afrique. Et effectivement, c'est sur ça que je m'étale assez longuement dans mon livre. D'abord, il y a tout le mensonge qu'il y a sur le passé des derniers siècles africains. Je prends, par exemple, la traite négrière. Quand vous entendez les gens parler, pas seulement les Africains, mais même aussi les Européens, quand on parle de la traite négrière, on en parle pratiquement dans un sens pour pointer un doigt accusateur sur le colonisateur, sur le blanc. Mais la traite négrière existait des siècles avant qu'un seul Européen mette les pieds en Afrique. La traite négrière faisait la fortune du Ghana à un moment où il n'y avait pas une seule cathédrale en Europe. C'est-à-dire un moment où l'Europe n'avait pas grand prestige international, un moment où l'Europe était même plutôt sur la défensive par rapport à la chevauchée des conquérants de l'islam. Quand le roi du Mandingue, Kanka Moussa, partait à la Mecque en l'an 1325 avec près de 800-900 esclaves qui ont été vendus au Maghreb, en Égypte et en Arabie, mais aucun blanc n'avait encore mis les pieds en Afrique. Ouais. Jusqu'à la fin du 19e siècle, le royaume du Dahomey, qui était le premier vendeur d'esclaves aux marchands européens depuis la décennie 1720, jusqu'à la fin du 19e siècle, le royaume de Dahomey refusait de mettre fin à sa manne financière que représentait la traite négrière. Traite négrière que les États européens interdisaient depuis le début du 19e siècle et qui se faisait en contrebande. Les Anglais, les Britanniques étaient obligés de payer les potentats locaux
du golfe de Guinée pour qu'ils arrêtent de livrer leurs esclaves aux contrebandiers, puisque la traite négrière était devenue un commerce illicite, mais il y avait des contrebandiers qui faisaient tout ce commerce. Les Britanniques devaient dédommager les potentats noirs pour qu'ils acceptent de livrer, pour qu'ils refusent, enfin, qu'ils arrêtent de livrer leurs esclaves aux contrebandiers. Donc, bref, ce ne sont que des faits, c'est des exemples que je donne pour dire que personne n'a infligé la traite négrière au monde noir. Il faut arrêter de raconter ces conneries-là. Nous devons prendre conscience d'une situation qui s'est passée, de regretter, et voir comment aujourd'hui s'organiser pour faire plus la promotion de la dignité humaine dans nos sociétés africaines. C'est ça qui compte. Il ne s'agit pas de passer son temps à accuser les autres. Donc, je vous donne ce mensonge pour lequel il est important de rétablir la vérité dans les opinions. Et comme je dis, pas seulement les opinions africaines, mais même occidentales, même européennes, parce que ce mensonge a, comment dire, a trompé tout le monde. Combien de Blancs aujourd'hui se sentent, comment dire, dès qu'on parle de traite négrière, sont un peu gênés parce qu'ils se sentent coupables. Ils ne sont pas coupables. Il faut arrêter cette connerie-là. Les autres mensonges vont concerner l'entreprise coloniale européenne. Je le dis dans mon livre. Et bon, ici, on n'a pas le temps de détailler tout ça, mais brièvement, l'entreprise coloniale européenne à la fin du 19e siècle, il faut retenir cela, c'est ce qu'il pouvait arriver de mieux à l'Afrique noire à la fin du 19e siècle. Bon sang, on n'allait pas laisser, à cette époque où il y avait quand même une vie internationale assez développée, regarder ces États traditionnels africains qui continuaient de vendre des esclaves, qui, au bout de 3-4 siècles de contact avec le reste du monde, n'avaient pas fait évoluer leurs mœurs. C'est la colonisation qui va mettre fin à l'esclavage en Afrique. C'est la colonisation qui va donner des unités territoriales et politiques à tous les États africains qu'on a aujourd'hui. Bon, donc, bref, ce sont ces choses-là que j'explique dans mon livre pour dire que la colonisation, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à l'Afrique à la fin du XIXe siècle. Et maintenant, on raconte que la colonisation fut une entreprise de prédation, mais enfin, il faut arrêter de raconter des conneries. En quelques décennies, en 30, 40, 50 ou 60 ans, l'Afrique va connaître un développement phénoménal. Donc, je vous ai parlé des unités territoriales et politiques, la santé qui va faire que les populations d'Afrique noire vont connaître une explosion démographique, l'école, l'éducation, les infrastructures économiques, la création des villes. Mais enfin, en 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans maximum, l'Afrique va connaître un développement phénoménal. Et comme je dis, il faut regarder l'histoire de l'humanité, mais sans aucun doute, l'un des plus grands développements de toute l'histoire de l'humanité à une telle échelle. Qu'est-ce qu'on raconte? Il faut arrêter de raconter des histoires sur la colonisation. Mais pourquoi est-ce que tout cela s'est fait? Parce que c'est ça le plus important. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces mensonges? Bon, au sortir de la guerre, les États-Unis voulaient profiter de l'affaiblissement exceptionnel des nations européennes pour démanteler leurs empires coloniaux. Donc, ce sont les États-Unis qui vont décider de la décolonisation. L'Union soviétique va s'en saisir pour se tailler une zone d'influence dans sa lutte contre le capitalisme mondial. Donc, l'Union soviétique va se servir de ce démantèlement et ce sont les soviétiques qui vont pousser à la décolonisation avec les partis communistes partout dans le monde, aidés par leurs compagnons de route et autres intellectuels occidentaux, les Jean-Paul Sartre et autres, voilà, tout ce monde-là est engagé dans cette histoire. Donc, les gens vont mener une campagne d'intoxication contre l'entreprise coloniale. Et c'est dans cette campagne que tous ces mensonges, que ce soit l'accusation du blanc d'être dans la traite négrière, la colonisation qui aurait débuté par un braquage, comme vous pouvez le lire dans le livre de L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, que la colonisation débute par un braquage du blanc qui débarquait. Je dis, mais arrêtez vos conneries, le blanc ne débarquait pas. Ça faisait 4 siècles que le blanc était en Afrique. Depuis la fin du 15e siècle, le blanc était en Afrique. Il ne débarquait pas. Les Africains et les Blancs se connaissaient depuis 4 siècles, pas 4 ans, pas 40 ans, 400 ans. La colonisation intervient à un moment. Il faut arrêter de prendre nos ancêtres pour des imbéciles. Ils voyaient le monde évoluer.
Vous prenez par exemple les Tswana. Les Tswana ont envoyé plusieurs courriers pour demander à l'administration britannique de les prendre sous son administration. Vous prenez l'espace Mossi en Afrique occidentale. Moi, je suis ivoirien, les Mossi, ce sont nos voisins du Nord. Mais Boukari Koutou, qui sera le futur, un futur roi des Mossi, mais va chercher à rencontrer l'explorateur Benjé qui était un explorateur français installé en Côte d'Ivoire qui a affronté cette zone, pour essayer de sceller une amitié avec lui, de sorte que la France puisse les prendre sous son administration. Mais pourquoi? Mais parce que les populations de l'Interland, ceux qui n'étaient pas sur le littoral, voyaient très bien l'évolution des populations du littoral à travers leur contact avec le blanc. Boukari Koutou voulait que son peuple profite aussi de cette nouvelle donne de la présence du blanc sur notre continent. Aujourd'hui, on veut faire passer Boukari Koutou pour un résistant. Où avez-vous vu un résistant offrir des présents à un concurrent hostile? Le royaume aussi étaient des royaumes indomptables qui ont résisté depuis près d'un millénaire au Ghana. Ils ont résisté à l'islam. Si le Mossi n'avait pas voulu de la France, ben, on aurait aujourd'hui entendu parler de la résistance Mossi à l'entreprise coloniale française. C'est parce que Boukari Koutou voulait travailler avec la France, voulait que la France prenne son peuple sous son administration. Donc, toutes ces choses-là, on les cache. Il y a trop de mensonges et il faut aujourd'hui absolument redire ces choses-là parce que l'opinion africaine est complètement troublée. Regardez aujourd'hui les jeunes Africains, ceux qui sont nés 30, 40, 50 ans après les indépendances. Il y en a même qui pensent que la colonisation est comparable à l'apartheid. Mais c'est de la folie. Et je donne l'exemple, je vais finir là-dessus, je donne cet exemple parce qu'il est très important. Quand De Gaulle revient au pouvoir en 1958, nous sommes à plus de 10 ans, près de 15 ans du dénigrement de la colonisation, de l'entreprise coloniale française en Afrique. Et qu'est-ce que De Gaulle fait? Il dit, bon, écoutez, on va demander l'avis des populations. On demande l'avis des populations. Donc, au référendum de 1958, il faut savoir que les Noirs vont participer au référendum constitutionnel de la France. Et la question pour les Noirs, c'était quoi? C'était, voulez-vous continuer avec la communauté française? Voulez-vous rester avec la France? Ou bien, si vous voulez prendre votre indépendance, prenez-la. La France ne s'opposera pas à votre indépendance. Donc, il y a eu un vote, c'est très... Parce que ce vote-là, ces résultats, personne n'en parle. Je vous les donne brièvement. En 1958, au référendum constitutionnel, la Côte d'Ivoire a rejeté l'indépendance à 99,99%. Le Dahomey, Bénin aujourd'hui, a rejeté l'indépendance à 97,84%. La Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, à 99,18%. La Mauritanie, 94,04%. Le Niger, 78,43%. Sénégal, 97,55%. Soudan français, actuel Mali, 97,54%. Le Gabon, à 92,58%. Le Moyen-Congo, aujourd'hui Congo-Brazzaville, à 99,38%. L'Oubangui-Chari, actuellement la République centrafricaine, à 98,77%. Le Tchad, à 98,29%. La Guinée, le Madagascar, à 77,64%. Seule la Guinée a choisi l'indépendance immédiate, a quitté le giron français à 95,22%. Donc, c'est 12 millions d'Africains, de Noirs, qui ont voté à plus de 9 sur 10 pour rejeter l'indépendance. Ça, je sais qu'on ne vous dit pas ça souvent, mais ça s'est passé en 1958. Donc, ce sont ces faits-là aujourd'hui qu'il faut rétablir. Le mensonge a tellement duré qu'il passe pour la réalité. Aujourd'hui, la jeunesse africaine croit que la colonisation était semblable à l'apartheid. L'apartheid plébiscité à plus de 9 sur 10 par les victimes. Il faut les prendre vraiment pour des imbéciles. Donc, voici en gros tout ce que je suis en train d'essayer de rétablir. Ça, ce sont des faits. Ce sont des faits que vous allez vérifier sur Internet, ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Il faut rétablir les vérités parce que les mensonges ont fait beaucoup de mal, continuent de faire trop de mal aux opinions africaines et européennes et font qu'aujourd'hui, le monde n'est pas en paix. Il y a
une certaine haine qui est charriée, haine qui a été justement inoculée volontairement par les haineux blancs de leur propre société, parce que c'est la gauche révolutionnaire qui va manipuler les Africains à travers tous ces mensonges-là. Voilà. Donc, je m'arrête là. On peut dire, cher Ernest, qu'aujourd'hui encore, quand on voit l'importance de la Russie, de Wagner, des Chinois, etc., qui manipulent les Africains encore aujourd'hui, votre action est très importante et je souligne l'importance que vous avez et j'espère que votre message pourra être diffusé largement auprès des Africains. Je voudrais aussi rassurer tous ceux qui vous écoutent que vous avez aussi abordé le Congo et Léopold II, que vous n'avez pas seulement étudié les anciennes coopérations franco-africaines, mais aussi que vous avez eu un petit chapitre important sur Léopold II. Pouvez-vous nous en dire en 5 minutes un petit mot là-dessus, sur Léopold II et ce que vous pensez de cette situation-là? Oui, disons que ma préoccupation, c'est l'Afrique noire, mais je dirais même toute l'histoire de l'humanité, c'est la paix entre les différentes nations. Et dans ma réflexion sur l'Afrique noire, je viens de vous parler de toute la manipulation qu'il y a pour, créer une haine, faire porter une haine par l'opinion noire contre le blanc. Je me suis rendu compte que, Léopold II est un élément qui est beaucoup utilisé dans tous ceux qui travaillent pour alimenter cette haine. Et cela m'a poussé à m'intéresser au sujet, tout simplement. Voilà, je me suis intéressé au sujet pour voir, en fait, Léopold II, de quoi s'agit-il. Vous savez, il suffit de lire 4 ou 5 bons livres et puis on se fait une bonne idée sur tout sujet. Alors, je vous passe les détails parce que je fais quand même comment est-ce qu'il réussit à avoir le Congo, comment est-ce qu'il perd le Congo, tout ça. Je veux juste me limiter sur la partie des millions de morts de Léopold. Voilà. Ce gros mensonge des millions de morts de Léopold. Alors, c'est juste un exercice de bon sens que je fais. Rapidement, d'abord, je fais une comparaison avec la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale qui rassemble au plus fort près de 10 millions de soldats de toutes les nations des nations du monde européennes avec des avions de guerre, des bateaux de guerre. La Deuxième Guerre mondiale fait à peu près 10 millions de victimes militaires. Et il y a combien de Blancs au Congo? En 1890, il y avait 430 Blancs au Congo. 430 Blancs de 15 nationalités, dont 175 Belges, c'était 41%. Et en 1908, il y avait 2943 Blancs au Congo de 20 nationalités, avec 1713 Belges, c'est-à-dire 58%. Bref, en gros, quelques centaines, quelques milliers vers la fin du règne de Léopold II, quelques milliers de Blancs. Et avec quels moyens ces quelques centaines, quelques milliers de gens vont faire autant de morts que les morts militaires de la Première Guerre mondiale? Bon sang, avec quels moyens? Mais il faudrait des siècles, des massacres continus pour tuer 10 millions de personnes, autant que les morts militaires de la Première Guerre mondiale. Donc, quand vous voyez ça, normalement, il y a quelque chose qui n'est pas très, très, très clair. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne semble pas cohérent. Ensuite, pendant ce massacre, parce qu'il faut savoir qu'on accuse Léopold II de millions de morts après sa mort lui-même, mais pendant qu'il était, tous les 30 ans que Léopold II était souverain du Congo, mais personne n'a parlé de ces morts. Alors que, comme je vous ai dit, en 1890, il n'y a que 175 Belges sur 430 Blancs, et les autres Blancs, c'est quoi? Des Allemands, des Anglais, des Américains, des Danois, des Écossais, Égyptiens, Espagnols, Français, Hollandais. Il y en avait jusqu'à 45 Hollandais, 58 Portugais, 22 Suédois. Tous ces autres Blancs-là ont regardé les Belges tuer les Congolais sans jamais que personne dise quelque chose. En l'an 1908, sur les 2943 Blancs, il n'y avait que 58% de Belges, donc les autres, c'était quoi? 57 Allemands, 47 Américains, 145 Anglais, 7 Autrichiens, des Danois, des Bulgares, des Grecs, bref,
Le Congo, ce n'était pas un vase clos entre Belges, acolytes de Léopold II, acolytes belges de Léopold II. Il y avait une multitude de nationalités différentes parmi les Blancs. Et tout ce monde-là, pendant ce massacre, ils n'ont rien dit. Et on attend la mort du Congo pour découvrir que, oh là là, on compare des recensements. Léopold II a tué des millions de gens. C'est invraisemblable. Il n'y a aucune image. Si je vous disais, par exemple, qu'il y a une semaine, il y a quelqu'un qui a descendu les Champs-Élysées à Paris, de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde en bas, avec une Kalachnikov, il a descendu les Champs-Élysées pendant 15 ou 20 minutes et a tué 30 ou 40 personnes il y a 3 ou 4 jours. Aujourd'hui, en juin 2023. Mais vous allez aller sur les réseaux sociaux pour voir s'il y a des images sur les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Donc, si vous allez sur les réseaux sociaux et que vous ne voyez pas d'image de ce que je vous raconte, ben, vous pouvez déduire que c'est faux, tout simplement. Ben, c'est pareil. Nous sommes à un moment où la photographie existe. Et Léopold II va tuer 10 millions de gens pendant 30 ans. Et il n'y a aucune image de corps entassés, de charniers, de rien de tout ça. À la limite, il faut être stupide pour croire en ça. À la limite. Il y aurait eu ce massacre à ce niveau, il y aurait eu des images. Aucune image. Et ceux qui parlent, après la mort de Léopold II, de ses morts, on a vu tous les grands criminels comme Hitler ou Pol Pot, leurs complices sont traînés devant les tribunaux. Et Léopold II qui a fait tuer 10 millions de Congolais, rappelons que Léopold II n'a jamais mis les pieds au Congo. Hein. Donc si Léopold II a fait tuer autant de Congolais, c'est qu'il a des complices. C'est que c'est les gens qui sont sur place au Congo qui ont fait ce travail pour le compte de Léopold II. Donc ceux qui révèlent que Léopold II a tué des millions de Congolais, au moment où ils révèlent cela, les complices de Léopold II sont encore là. Ceux qui ont exécuté ce travail, mais ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. On ne demande pas d'explication, on ne traîne personne devant les tribunaux, voilà. Vous pouvez croire en cela? S'ils n'ont pas demandé de poursuite contre les exécutants des crimes de Léopold II, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne croyaient pas qu'il y avait eu crime. Sinon, ils l'auraient fait. On se limite à l'accusation du roi défunt pendant que les exécutants sont là. Non, non, non. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne croyaient pas qu'il y avait eu ces morts. C'était fait uniquement pour salir la mémoire de Léopold II. Et ça, on pourrait en parler. Alors, je voudrais te demander, Ernest, oui, de bien vouloir maintenant participer aux questions-réponses parce que notre temps est malgré limité. Je te remercie donc en toute amitié d'avoir accepté notre invitation et je t'abandonne maintenant aux questions-réponses des membres. Ok, d'accord. Merci Ernest. Merci. Ok, merci. Merci bien, Émilie. Félix, je te cède la parole. Merci beaucoup, Ernest, pour cette présentation. Merci, Émilie, de nous avoir amené au forum cet érudit africain. Cher Ernest, je voudrais dire que ton livre montre à quel point vous êtes érudit, à quel point vous êtes connaisseur du passé. Cependant, la première partie du mois me laisse beaucoup sous la soif quant à votre utilisation du concept et du mot « haine ». Vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi, d'autant plus que quand on prend par exemple l'histoire des États-Unis et que l'on voit la manière dont les Noirs ont été traités et la manière dont cette haine-là vis-à-vis des Noirs persiste jusqu'à ces jours, il y a lieu de se poser la question d'où vient la haine, ou sinon, dans votre cas, comment s'était-elle reversée si elle était des Blancs eux-mêmes vis-à-vis d'autres Blancs? Comment le phénomène s'est-il reversé sur les Noirs à un moment donné? Et cela expliquerait aussi, par exemple, pourquoi le nombre d'Africains qui haïraient les Blancs autant de nos jours aujourd'hui iraient se noyer dans la mer Méditerranée en un si grand nombre.
Donc, j'aimerais bien que ces concepts de haine, vous puissiez le revoir, l'expliquer et le dire du moins, dans la mesure du possible, qui n'a pas suivi, disons, un modèle le même partout et même que les Blancs eux-mêmes ne s'agissaient pas entre eux, mais que c'était plutôt des systèmes qui étaient chez eux, capitalistes et autres, qu'ils haïssaient, qu'ils n'aimaient pas. Cela se démontre aussi à travers la modernité, où l'on les voit se déverser sous les grands Suds, dont l'Afrique, et où eux vont à la conquête et vont émettre leur civilisation, acceptée ou refusée en plusieurs endroits. Pour ne pas m'éterniser et vous prendre trop de temps, je suis d'accord avec vous dans les grandes lignes de ce que vous avez lu, vous avez pu dire sur Léopold II, son travail et son œuvre. Votre analyse me semble très objective et du reste qui pourrait constituer un grand parallèle avec ce qui se passe au Congo d'aujourd'hui, dans la mesure où, quoi qu'il arrive là-bas, quoi qu'il y ait des personnes qui meurent ou la guerre qui dure et des décès depuis 2 décennies du moins, la réaction du monde, du monde extérieur est mitigée pour autant que les sociétés qui s'implantent sur place puissent continuer à exploiter les minerais et à les livrer autour du monde. Voilà mes préoccupations pour l'instant, et évidemment qui viennent de quelqu'un qui n'a pas lu l'ouvrage et qui vient juste de vous entendre en parler. Merci. Okay. Merci bien, monsieur. Bon, pour la haine, comme je vous ai dit, ce n'est pas, faut pas la voir comme la haine du noir contre le blanc ou du blanc contre le noir à l'origine. Je vous dis que c'est une haine qui est née dans la société occidentale elle-même. Et au moment d'ailleurs où cette société prend l'hégémonie dans le Conseil des Nations, parce que c'est au début, à la fin du 15e, début 16e siècle, que l'Europe commence sa domination du globe. Et c'est à ce moment-là, au moment je dirais donc de la Renaissance, que cette haine est générée dans l'intelligentsia européenne elle-même. Maintenant, elle va être inoculée aux autres peuples, pas seulement aux Noirs. Regardez aujourd'hui comment est-ce que les Algériens détestent les Français. C'est parce que les Algériens, dans leur lutte pour l'indépendance, étaient les alliés des communistes français. Ils leur ont inoculé cette haine. Sinon, il y a eu une guerre entre le Vietnam et les États-Unis. Aujourd'hui, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de haine entre les Vietnamiens et les Américains. La haine qu'il y a entre l'Algérie et la France, c'est quelque chose de particulier, mais qui tire sa source de cette inoculation de la haine des communistes aux Algériens. Le FLN, ce n'est que pour personne, était cornaqué par le communiste français. Donc, bref, c'est une haine que les mouvements révolutionnaires européens ont inoculée à tous les peuples qui étaient soumis, les Noirs, les Arabes, les Latino-Américains. Voilà. Maintenant, quand vous parlez de la maltraitance, évidemment, les Noirs aux États-Unis, par exemple, ont subi après l'esclavage, ségrégation, racisme, tout, oui. Mais ça, c'est un problème, disons, spécifique à la société américaine. Ce que j'aimerais quand même dire, il faut savoir que pendant la période de la traite négrière, les esclaves aux Amériques ou dans les Caraïbes étaient mieux traités que les esclaves à Koumansi ou à Abomey. Hein. À Koumansi ou à Abomey, mais des fois, c'est par dizaines, par centaines pour les égorger pour faire des sacrifices humains. Voilà, donc, il faudrait que nous, les Africains, nous analysions aussi notre histoire en considérant que nous sommes des responsables et qu'il ne faut pas seulement voir le mal chez les autres. Je vois que, par exemple, souvent ici en France, on brandit le code noir, le code noir. Je dis, mais le code noir, mais c'est un traitement de faveur par rapport au traitement que les esclaves subissaient à Koumansi ou à Abomey à la même époque. Nous, les Noirs, nous sommes responsables de rien. On ne peut pas nous aussi nous demander, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Il n'y a que les Blancs qui ont fait ci, les Blancs qui sont mauvais. Il faut sortir de ça. Il faut que nous assumions notre histoire. Nous n'avons rien à cacher, ni à nier pour pouvoir avancer. Si aujourd'hui les États africains sont dans l'inhumanité que nous constatons, regardez nos États. En Afrique aujourd'hui, il n'y a pas de promotion de la dignité humaine. Nous sommes sur mémoire du Congo, regardons ce qui se passe au Congo. Mais c'est parce que
il y a un mal profond que nous avons dans notre société qui n'a pas encore été évacué. Ce qui a fait que pendant des siècles, nous avons pu vendre nos frères aux autres. Mais ce mal-là, il faut le reconnaître, l'admettre pour pouvoir le conjurer. Bon sang. Et on passe notre temps à nier, c'est pas nous, c'est pas nous. Mais le mal continue. Et c'est ça qui entraîne toute cette misère pénible qu'on voit aujourd'hui au Congo vers le Kivu. Pensez que des gens qui sont habitués à la promotion de la dignité humaine peuvent se comporter comme ça. Donc, si nous ne faisons pas un examen sans complaisance de notre passé, bien nous allons rester où nous sommes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une question de repentir à valeur spirituelle, je suis désolé de le dire. Donc, ressaisissons-nous. C'est ce que je dis dans ma dernière vidéo. Ressaisissons-nous. Ok, je m'arrête là. Juste un petit mot pour vous dire merci pour votre intervention, mais on ne va pas justifier un mal au profit de notre mal. Félix, je te remercie, mais je voudrais céder la parole à Aimé. Excusez-moi, j'aimerais quand même demander le nom de l'intervenant. C'est Ernest Tigori. Kakou Ernest Tigori, je mets mon livre devant, comme ça vous allez voir Kakou Ernest Tigori. Alors, monsieur Ernest, oui. J'aimerais revenir sur l'utilisation de ce concept très fort que vous avez employé, la haine. En fait, je pense que c'est une manière agréable d'utiliser ce terme parce que vous voulez faire un appel à la lecture de ce livre. Parce qu'en général, quand on parle de la haine du blanc, la tendance générale est à penser que c'est le noir qui aurait une haine vis-à-vis du blanc. Mais quand vous avez utilisé ce terme, vous avez fait un appel pour que nous puissions comprendre la réelle histoire. Et je vous crois parce qu'en fait, toutes les balivernes qu'on entend sur l'histoire du passé est une alimentation injuste de l'histoire de l'humanité. Parce que quand je compare, moi, je ne suis pas de cette génération-là et je ne suis pas historien, mais quand je compare le témoignage de la génération de nos parents et de nos grands-parents qui ont vécu ces époques, ils ne jurent que sur le retour à ce qu'ils auront vécu. Alors je me dis, comment peut-on parler en mal ce que la réalité, en fait, les informations virtuelles parlent en mal des réalités qui sont tellement bien défendues par la génération de nos parents. Alors je ne l'explique pas. Et quand vous venez de ramasser un peu l'histoire de votre livre, je me rends compte que vous voulez faire un jugement juste, si je peux me répéter ainsi, de l'histoire. Alors vous avez utilisé ce mot haine pour pousser le lecteur à lire le fond de votre livre. Et je suis impatient de le lire parce que je me rends compte que c'est un procès équitable de l'histoire de l'humanité, comme vous l'avez dit. Oui. Ok, je vous remercie. Je vous remercie. Effectivement, il y a la haine, mais il faut bien voir d'où elle vient et comment est-ce qu'elle a été instillée à d'autres peuples de la Terre, d'autres peuples de la Terre. Et effectivement, comme vous le dites, d'abord, je vous ai donné l'exemple que je vous ai dit qu'en 1958, 9 Africains sur 10 en 1958 ont rejeté l'indépendance. Voilà, donc c'est pour dire que les colonisés n'étaient pas si malheureux que ça, comme on le fait croire aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit plutôt que la colonisation, c'était l'apartheid, c'est-à-dire qu'on a le mensonge a tellement duré qu'il passe pour la réalité et la jeunesse noire aujourd'hui est révoltée, alors que ses parents, ses grands-parents qui étaient colonisés, mais étaient très bien. Et ils étaient beaucoup mieux qu'aujourd'hui, parce que au lendemain des indépendances, les jeunes Africains ne fuyaient pas à travers Sahara et Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Ils étaient bien chez eux. Mais au bout de 30, 40, 50, 60 ans, aujourd'hui, les jeunes Africains fuient. C'est parce que ça ne va plus. Voilà, donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut dire. Je vous remercie pour votre intervention. Thierry, je te cède la parole. Voilà, mais le sujet pour lequel je vais lever la main a déjà été bien abordé, mais je vais quand même dire un mot au sujet de ce concept de haine et surtout du concept idéologique qui est derrière, parce que c'est effectivement en Europe, chez nous, et Ernest Kakou Tigori l'a bien rappelé dans les mouvements révolutionnaires, en fait, il y a une dialectique marxiste derrière cette haine. C'est un combat idéologique
et qu'on voit aujourd'hui revenir. Aujourd'hui, on n'est peut-être plus vraiment dans des camps capitalistes marxistes, mais c'est plutôt le camp, on va dire alors parfois même décolonial. Et nous en avons une vision assez claire, non pas de la haine, mais de cette prégnation idéologique qui existait pendant l'exercice de la commission parlementaire qui a planché en Belgique sur le passé colonial. Il y avait en fait trois blocs qu'il fallait condamner. Il fallait condamner le roi, la royauté, le roi Léopold II. Il fallait condamner l'Église. Et les tentatives et les auditions ont été nombreuses pour faire parler des témoins sur les horreurs et les exactions de l'Église. Ça n'a pas vraiment abouti non plus. Et alors, le grand capital, donc les grandes sociétés, là, il y a la haine, effectivement, envers le capitalisme. Et donc, c'est vraiment un mouvement idéologique soutenu ici. On le voit par certains partis. C'est peut-être inutile de les citer ici. Tout le monde les connaît bien. Mais nous avons vu cet exercice se dérouler. Et il est dangereux parce qu'il amène par la méconnaissance de l'histoire, il amène à des bouleversements sociétaux chez nous qui sont très négatifs. Je parle par exemple d'actions ici en Belgique, d'actions de certains collectifs style mémoire décoloniale qui organisent des visites des écoliers, des visites décoloniales à Bruxelles, et on les amène devant la statue des enfants de toutes nos écoles, et il y a une grande diversité ici chez nous, et on vient leur montrer la statue de Paul II qui est responsable de 10 millions de morts, par exemple. Et ça, c'est l'éducation. Et tout ça sous l'œil bienveillant de notre pouvoir public aussi. Ce sont quand même des points d'attention qui peuvent avoir des conséquences parce qu'on sème des graines de haine dans les nouvelles générations. Ça, c'est un point important. Alors, un point qui est très intéressant, qui est soulevé par l'auteur et par notre orateur du jour, c'est le rôle des États-Unis dans le démantèlement des empires coloniaux. À ma connaissance, il n'y a quasiment pas de travaux académiques là-dessus. Les historiens ne s'occupent pas de ça. On montre ça comme le résultat de luttes décoloniales. Il y a tout un prisme qui est hors. Il y a énormément de sources. Il y avait par exemple aux États-Unis, aux Nations Unies, le Conseil de tutelle qui gérait qui avait un regard de contrôle de contrôle sur les pays qui étaient sous tutelle. Pour ce qui était de la Belgique, c'était par exemple les territoires du Rwanda et du Burundi repris aux Allemands après la Première Guerre. Eh bien, cette tutelle, ce conseil de tutelle a fait l'objet, dès le début des années 50, de débats intensifs et déstabilisateurs, on va dire, peut-être pour les responsables de cette tutelle, dans une volonté d'accélérer. Maintenant, c'est clair que l'histoire était là. Il y a eu Bandung, il y a eu l'indépendance en Asie, il y a eu un mouvement général. Tout ça, évidemment, compte beaucoup aussi. Mais le rôle des Américains est très intéressant. Il y a d'ailleurs un discours assez extraordinaire de Pierre Ryckmans, qui était le dernier, un des grands gouverneurs généraux du Congo belge, et qui, après la Deuxième Guerre, est revenu en Belgique après un très long mandat comme gouverneur et était envoyé comme représentant au conseil de tutelle. Et il fait un plaidoyer pour expliquer le drame qu'une indépendance prématurée pourrait faire du Congo. Voilà, ça, ce sont des signaux d'avertissement qui avaient été faits par des gens qui connaissaient le terrain et qui étaient certainement des modèles, on va dire, en matière d'affect pour les populations dont ils devaient s'occuper. Merci. OK. Juste une petite remarque par rapport à votre intervention. Vous avez totalement raison. Aujourd'hui, le rôle des États-Unis dans la décolonisation est pratiquement tu, alors que ce sont les Américains qui sont à l'initiative. Et pourquoi est-ce qu'il y a cet écart entre la réalité et ce que l'histoire restitue? Mais c'est tout simplement parce que la gauche révolutionnaire, les communistes, ayant réussi, ils ont réussi finalement à faire passer l'entreprise coloniale pour un crime. Donc, ayant réussi dans leur œuvre d'intoxication, ayant réussi à faire passer l'entreprise coloniale pour un crime, ils veulent s'attribuer l'exclusivité de la paternité de la lutte anticoloniale.
Parce que c'est eux qui écrivent l'histoire. Tous ces grands professeurs qui écrivent l'histoire dans les universités en Occident, ce sont des gens de gauche. Donc, ils taisent le rôle des États-Unis pour s'attribuer l'exclusivité de la paternité de la lutte anticoloniale. Voici la raison, je pense. Fernand, je te cède la parole. Et puis, tu seras le dernier intervenant parce que je voudrais maintenant céder la parole après à Aimé Mbongo. Je remercie évidemment notre ami Trigori. J'ai le bouquin dans ma bibliothèque, évidemment. Mais c'est quand même, je vais lui dire que c'est quand même la première fois que je rencontre un Africain subsaharien qui parle avec un tel enthousiasme de la colonisation. Mais je lui laisse son argumentaire. Ça, c'est son droit. Il essaye de démontrer. Mais en 50 ans d'Afrique, dont 10 ans en Côte d'Ivoire, dans votre pays, je n'ai jamais entendu. Je sais que vous êtes très francophile en Côte d'Ivoire, mais quand même, ça semble un peu limite. Je voudrais simplement intervenir pour donner un chiffre. Parce que moi aussi, ça me choque de voir qu'on continue à parler de ces 10 millions de morts. Mais je te signale que National Geographic, encore tout récemment, dans un grand tableau mondial, attribue à Léopold II 10 millions de morts, sans la moindre gêne. Donc, vous aurez fort à faire pour essayer de dissuader le lecteur moyen de ces magazines. Mais j'ai un chiffre, qui est celui du capitaine Jacques, fondateur de Calémier. Vous connaissez peut-être pas, c'est sur le lac Tanganyika, une ville, qui, dans sa correspondance à sa femme, il était sur le terrain, au cœur des derniers soubresauts de l'esclavagisme, puisqu'il était le président de la Ligue anti-esclavagiste, qui dit à sa femme qu'il estime que le nombre de morts dus à tous ces bouleversements africains sont de 1 million par an. Bon, il ne donne pas une démonstration mathématique, il dit 1 million par an. Aussi, en étant ça sur 10-15 ans, on arrive facilement à 10 millions. Pas seulement à cause de la colonisation, il y avait les maladies, il y avait des razzias et à l'est et à l'ouest. Mais ce chiffre de 10 millions n'est certainement pas à réduire à quelques centaines de milliers non plus. Il faut rester quand même les pieds sur terre. Voilà un chiffre, celui du capitaine Jacques, qui est le grand-père de celui qui a créé le grand boulevard à Bruxelles, l'avenue Général Jacques. Voilà, monsieur Trigori, je donne mon point de vue, mais vous avez devant vous deux publics. Vous avez un public qui est descendant des colonisateurs, enfant de la colonie, et vous avez un public qui n'a rien à voir avec la colonisation, dont je suis. Donc, fatalement, il n'y a pas la même attitude. Je voulais simplement signaler cela. C'est un détail, c'est un détail. Je voudrais rapidement faire deux remarques. D'abord, classer les gens, les peuples en colonisateurs, en colonisés. Mais tous les peuples de la Terre ont été colonisés. Oui, bien sûr. C'est ça. Toute l'histoire de l'humanité est faite de conquête et de colonisation. On a voulu faire tout simplement à travers l'intoxication au sortir de l'après-guerre, de la colonisation européenne de l'Afrique, enfin du monde, quelque chose d'exceptionnel. Voilà, donc il faut arrêter de parler de colonisateurs et de colonisés. Tout le monde a été colonisateur, tout le monde a été colonisé. Oui, bien sûr. Ça, c'est de un. Maintenant, concernant les chiffres, le nombre de morts, bon, on ne va pas entrer dans les détails ici. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai un ami, un Suisse, quand je lui avais annoncé mon livre, il m'a dit, ah non, là, écoute, Ernest, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire, mais sache que je suis très sceptique. Et il m'a sorti le livre de Adam Hochschild, parce que bon, vraiment, ce livre-là lui semblait, il en était très convaincu. Mais cet ami suisse, quand il m'a lu, il m'a envoyé un message pour me remercier de lui avoir permis de comprendre ce qui s'est passé. Donc, bon, on ne va pas se lancer dans des détails, mais je vous conseille de lire ce que j'ai écrit. J'ai quand même écrit 60 pages sur Léopold II. Et quand vous aurez lu, s'il y a des choses qui vous semblent pas très nettes, on pourra en rediscuter. Merci bien. Écoutez, bonjour. Je salue Ernest parce que c'est la toute première fois qu'un Africain s'occupe de Léopold II.
Jusqu'à présent, tout ce qu'on répète sur Léopold II est l'œuvre d'anglo-saxons et d'européens. C'est la toute première fois qu'un Africain qui n'est pas congolais s'occupe de Léopold II et je crois que sa sensibilité est quand même assez objective. Pour disons, répondre à Fernand, je veux seulement dire ceci. Nous devons absolument sortir du piège de millions de morts. C'est tout à fait inacceptable parce que partout au monde où on a parlé de génocide, on n'a pas cherché des millions de morts, on a compté les morts. Et pour exemple, nous avons le génocide en Namibie, qui a défrayé la chronique, c'est 75 000 morts seulement. Donc, nous ne devons pas, disons, tourner autour du pot parce que l'un a évalué qu'il y a eu des millions de morts par an. C'est tout à fait inexact. Ce n'est pas à un individu d'évaluer qu'il y a eu des millions de morts, qu'il apporte une comptabilité, un décompte. Et c'est le décompte, n'est-ce pas, qui doit permettre de savoir exactement combien de morts il a pu y avoir. Et personnellement, je m'insurge contre le traitement qu'on fait des millions de morts de Congolais parce qu'on considère que les Congolais, c'est comme des sauterelles. Ils n'ont pas d'existence individuelle pour qu'il vaille la peine qu'on compte les morts une à une, mais ils ont une existence de masse et on peut parler de millions de morts. Et de toute façon, pour ce qui est de l'évaluation des crimes, qu'il y a eu des millions de morts ou des dizaines de milliers de morts, les crimes contre l'humanité sont toujours des crimes contre l'humanité, alors arrêtons de parler de millions de morts. Alors, National Geographic, ça je peux vous dire, National Geographic ne fait que reprendre tous les bobards de M. Adam Hochschild, parce que finalement, les millions de morts viennent de M. Adam Hochschild, et Hochschild a été influencé par Mark Twain. Donc, il n'y a pas de secret là-dessus. Voilà, c'est Mark Twain qui a inventé les millions de morts, et Adam Hochschild a repris ça. Voilà. Je remercie. Et je félicite encore une fois Ernest, qui est le premier Africain à mettre le pied dans ce nid de guêpe de Léopold II. Merci Marcel. Merci Marcel. La précision méritait d'être dite, et c'est vrai que on conclura là-dessus. Ernest est, à ma connaissance, le premier Africain de l'Ouest, comme il le dit lui-même, qui parle de Léopold II en termes, s'ils étaient tenus par un blanc, seraient considérés comme iconoclastes. Et parlant d'une contre-vérité. Or, il est heureux finalement que ces faits soient racontés par un Africain de l'Ouest, étranger au Congo. Ernest, je vous remercie en tout cas pour cette intervention.